cas, merci à tous d'être présents ce soir, les vœux du SNAP. Je vais excuser les personnalités qui n'ont pas pu se rendre ce soir parmi nous. Monsieur le sous-préfet Thomas Michaud, qui est excusé, qui est déjà pris. Les députés, nos deux députés, et dont Marjolaine Lévy-Frère est représenté par Mathieu Gagé, ici présent. Merci d'être présent, Mathieu. Les vice-présidents et présidents de la région, le président Jean-Pierre Barbier du département, mais qui est représenté par Evelyne Michaud, maire de Saint-Savin et conseiller départemental également. Le maire Bourgogne qui n'a pas pu être présent, mais qui, j'ai d'autres collègues élus bourgogneux qui sont présents et qui le représentent. Les conseillers départementaux, bienvenue à vous. Il y en a quelques-uns, il y en a peut-être ici, bon, je sais qu'il va arriver un peu plus tard. Mesdames et messieurs les maires, monsieur Guy Moulin, qui représente le président de la CCI Nord-Isère. Merci. La CCI, on travaille aussi avec la CCI, c'est un de nos partenaires. Monsieur André Copard, qui représente la Chambre d'agriculture également. Messieurs les vice-présidents et conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous voir tous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que nous faisons cette cérémonie des vœux. Je pense qu'elle est importante parce qu'il s'agit d'un moment convivial qui permet de nous retrouver et d'aborder des sujets importants que nous avons eus, notamment nous avons une année 2018 riche en événements. Cette année s'est déroulée sous le signe d'un travail collaboratif dense. Et aujourd'hui, il me paraît important de faire le point sur ce qui a été fait et sur ce que nous allons entreprendre et mettre en œuvre au cours de cette année 2019. La transformation du SMAB a marqué l'année 2018. La loi NOTRe nous a obligés à repenser nos politiques locales, les périmètres pertinents d'intervention et les solidarités territoriales. La nouvelle compétence GEMAPI nous a obligés à repenser notre organisation territoriale de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et plus particulièrement, nous a obligés à repenser le rôle du SMAB. De là, j'ai proposé à notre comité syndical de nouveaux statuts. Et ces nouveaux statuts ont été votés en octobre dernier à l'unanimité. Ce qui est vraiment de l'importance de ce que nous avons mis en place. Ces statuts ont été soumis, comme le prévoit le Code des collectivités, à une phase de consultation des membres, une phase obligatoire. Elle est capitale pour entériner la proposition que nous avons faite. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre proposition de statut a d'ores et déjà obtenu 95% des voix favorables sur 82 membres consultés. Et ça, c'est un résultat fort de sens, parce que pour que les statuts soient acceptés, il faut qu'il y ait la majorité, donc 50% des membres qui soient d'accord. Alors, il y a deux façons d'être d'accord. Une façon de délibérer en conseil municipal, de dire oui, je valide les statuts, ou de ne pas répondre. Et une non-réponse donne accord tacite. Et là, les 95% dont je parlais, c'est 95% de nos communes qui ont passé une délibération auprès de leurs conseils municipaux et qui ont donné leur accord. Donc, ce qui prouve bien que nos communes sur notre territoire, et surtout le bassin de la Bourg, ont une importance à ce que le SMAB et cette nouvelle compétence GEMAPI soient mises en place dans de bonnes conditions. Nous avons donc déjà que le SMAB aura de nouveaux statuts à compter de février 2019 et que le changement du syndicat est acté. C'est une réussite dont je félicite les élus du SMAB, notamment mes vice-présidents, qui ont beaucoup œuvré pour que justement ça se passe bien auprès de toutes les communes, auprès de nos intercommunalités, parce que maintenant les nouvelles compétences et du ressort des intercommunalités, mais aussi les présidents, les vice-présidents des intercos, qui se sont beaucoup impliqués. Nous avons eu pendant 2 ans un grand nombre de réunions. Et je félicite également les services, et plus particulièrement leurs directeurs généraux. On a vraiment eu un lien qui s'est fait entre la directrice du SMAB et les directeurs généraux des intercommunalités. Et c'est grâce à tout ce travail en commun, en collaboration, en concertation, qui a permis que nous puissions avancer et obtenir de nouveaux statuts. Un gros travail de collaboration a été effectué autour des projets, de la programmation pluriannuelle et des travaux hiérarchisés. Donc, tout ce qui est proposé pour les 5 prochaines années a été fait en collaboration avec le SMAB et toutes les intercos, les exécutifs des intercos, et le département, qui est un de nos principaux partenaires. Donc ça aussi, c'est une force que nous avons réussi à constituer. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 15 jours, au vote de la SARA,
il y a Raymond Fessalier qui disait je vais vous donner une nouvelle que je vous ai donnée, mais ici vous avez des élus intelligents. Bon, alors, au SMAB, avec les intercom, il y a eu aussi des élus intelligents, en tout cas pour monter ce projet, et c'est pas moins de 9 intercommunalités qui ont travaillé ensemble. Ça a pris un peu de temps, parce que chacune n'avait pas forcément les mêmes besoins, n'avait pas forcément les mêmes attentes de la mise en place de ces compétences, mais le travail de concertation qui a été effectué a permis à ce qu'on aboutisse tous au même résultat, et c'est ça, on peut s'en féliciter. Le SMAP devient un maître d'ouvrage unique à l'échelle du bassin. Ça aussi, c'est important, c'est le sens de la loi NOTRe, et c'est aussi le sens qu'a souhaité le président du département, Jean-Pierre Barbier. Il a souhaité rationaliser les structures publiques, notamment pour la gestion de la GEMAPI sur le département. Et effectivement, maintenant, on n'a plus de pléthore de syndicats, on a quelques gros syndicats et qui vont permettre de mutualiser tous nos moyens et d'être plus efficaces. Le territoire ne souffrira plus d'une maîtrise d'ouvrage dispersée, partagée et complexe. Mais au contraire, cela confirme le rôle de coordonnateur et l'appui technique au service des territoires qui sont. Comme le dit Éric Fournier, vice-président de la région, une vraie avancée. Monsieur Fournier, quelle est l'avancée la plus importante selon vous que permet le SMAP sur son territoire? D'abord, c'est la mutualisation. Elle travaille sur une échelle territoriale qui est pertinente par rapport aux politiques publiques dont il est question. La biodiversité, la gestion de la biodiversité, la gestion de la ressource en eau sont des thématiques qui nécessitent une certaine taille, une taille critique pour réaliser un certain nombre de politiques publiques. Quand on veut restaurer un corridor écologique, quand on veut travailler à l'échelle d'un bassin versant, il faut effectivement avoir une certaine taille. Donc la bonne taille, c'est effectivement la taille d'un syndicat mixte à l'échelle du SMAB, qui est un poids lourd, si on considère le territoire, même le territoire régional. C'est un syndicat de belle taille qui regroupe un nombre important de collectivités, des compétences significatives et une capacité donc à mutualiser pour les enjeux du territoire en matière de gestion des corridors écologiques et de gestion de l'eau. Il faut dépasser un peu les limites institutionnelles et les limites administratives. Donc il faut arriver à se structurer. Ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas des schémas qu'on arrive à poser facilement. Et beaucoup de temps, beaucoup de conviction. Et donc quand on a un syndicat mixte de cette taille et qui est arrivé à structurer l'action publique, il devient de fait totalement incontournable pour le portage de ces politiques et leur exercice avec des mots forts, la solidarité, le fait de dire que les financements se font dans des logiques amont-aval aussi totales sur les bassins versants. Ce type de données est essentiel et il faut une unité de la taille du SMAB et avec ses compétences pour les porter. Le SMAB aura en charge l'exercice d'une compétence devenue obligatoire et particulièrement structurante. Il exercera cette compétence pour le compte des communautés de communes et des communautés d'agglomération, créant ainsi un lien fort entre la politique de l'eau et d'aménagement du territoire. Ensuite, les statuts actent l'adhésion de nouveaux membres au syndicat. Avant, nous n'avions que des membres des communes et des partenaires qui ont date le département. Aujourd'hui, nous avons les comités d'agglomération CAPI et Pays-Bois-Rhônais, nous avons les comités de communes du Val du Dauphiné, des Balcons du Dauphiné, de l'Est lyonnais, de Lyon-Saint-Exupéry en Dauphiné, des collines du Nord Dauphiné, du Bièvre-Isère, communauté, et de Bièvre-Est. Aujourd'hui, la compétence était une compétence qui était donnée aux intercommunalités. Elles avaient la possibilité de la transférer à une structure, et toutes ces intercommunalités, sur tout le bassin, c'est la chance que nous avons eue, comme avait dit Raymond, on a des élus intelligents, c'est que tous ont transféré la compétence au SMAP. Et ça, c'est une vraie réussite. Autrement dit, nous avons réussi à créer une seule structure avec 9 intercommunalités. Mais aussi, ces nouveaux statuts marquent une continuité. Les communes, historiquement présentes, le sont toujours, et je tiens à ce que cette proximité soit maintenue. Les sujets discutés sont toujours vous, élus communaux, qui les connaissez le mieux. Bien sûr, les intercommunalités seront la pierre angulaire des décisions et des orientations, compte tenu de la compétence qu'ils ont transférée au syndicat. Mais cela ne signifie pas que les communes ne seront plus entendues. Nous avons souhaité laisser une place importante aux communes. La preuve en est, pour une participation au budget, au futur budget du SNAB, de 10 à 15%,
les communes auront une représentativité de 25%. À compter de l'arrêté préfectoral qui devrait être signé dans le courant février, le syndicat sera enfin transformé. Le changement le plus important sera la simplification de la gouvernance. Il ne sera plus administré par presque 200 élus. C'est vrai que ça devenait assez compliqué, on a une gouvernance un peu pléthorique, mais qui datait de la création du SNAB en 1968. Aujourd'hui, elle n'est plus tenable par la complexité du fonctionnement qu'elle implique, l'inertie qu'elle provoque dans les prises de décision. Elle ne reflète plus non plus la réalité des nouveaux acteurs qui sont entrés dans le SNAB, donc les intercommunalités. Nous avons tenu à simplifier cette gouvernance pour gagner en efficacité dans les orientations et dans les prises de décision. C'est pourquoi le nouveau syndicat que nous avons structuré sera administré par 30 élus. On passe de 200 à 30. Dans les 30, il y aura 22 délégués issus des intercommunalités, il y aura 5 délégués issus des communes et 3 délégués issus du département. L'objectif de ce changement est de gagner en efficacité tout en maintenant une solidarité de bassin forte. Ce qui est important à retenir au niveau du SMAB, c'est qu'il permet d'une part d'être un aménageur de l'espace, de pouvoir gérer la ressource en eau et accomplir des actions en faveur de la préservation de l'environnement, et ce, à l'échelle du bassin versant. Ça, c'est une donnée qui est fondamentale, puisque aujourd'hui, ce type de problématique, on le sait bien, dépasse la taille d'une commune, voire même d'une communauté de communes ou d'agglomération. C'est typiquement le cas pour les questions d'inondation, où là on entre dans une logique de solidarité amont-aval. À titre d'exemple, si il faut s'occuper de cette question sur Pont-de-Chéruy, ça serait forcément en corrélation avec des actions à mener en tête du bassin versant à Virieu, et aussi sur les questions de stockage sur Nivola-Vermel, sur l'Agny. C'est pour ça qu'un syndicat de bassin versant est indispensable pour ce type de questions. Pour nous, département, le SMAB est aujourd'hui un acteur incontournable, et d'ailleurs nous l'avons désigné comme acteur cible pour la prise de compétences GEMAPI. Nous essayons de structurer cette prise de compétences à l'échelle du département, et le SMAB pourrait, en obtenant la labellisation EPAGE, établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, la possibilité de devenir une véritable maîtrise d'ouvrage pour des gros travaux à l'échelle du bassin versant. En ça, il est un acteur incontournable. Nous aurons aussi de nouvelles élections en mars pour désigner un exécutif renouvelé, qui est le résultat de l'adoption de nouveaux statuts. Je souhaite évidemment poursuivre ce que j'ai engagé en tant que président du SMAB, et je souhaite me présenter à nouveau à cette fonction. Si je suis élu, le fonctionnement de ce nouvel exécutif sera le suivant: un bureau exécutif tous les 2 mois, un conseil syndical tous les 3 mois, sans compter des réunions de forum. En 2019, si vous m'accordez encore votre confiance, je demanderai une labellisation EPAGE, comme l'a souligné Fabien Milik, établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, au préfet de région. Le fait d'avoir un label EPAGE nous permettra de sécuriser les subventions, notamment de l'agence de l'eau. Aujourd'hui, les subventions de nos financeurs tendent à baisser. L'agence de l'eau aussi a eu ses ressources qui ont fortement diminué, et demain, les seuls projets, en tout cas la majorité des projets qui seront financés, le seront aux EPAGE. Parce que pour être EPAGE, il faut avoir une seule structure sur un bassin versant, et que les intercos aient transféré la compétence justement à cette structure-là. Et c'est ce que nous avons réussi sur notre territoire, grâce aux intercos, grâce au département, à créer, et ce fait va nous permettre de pérenniser jusqu'à, les subventions que nous avons, c'est de 50 à 80%. Ce qui fait que c'est de l'argent en moins à prendre aux intercos, et à prendre en moins aussi sur les administrés, car aujourd'hui, la compétence GEMAPI est financée et sera financée par la levée d'une taxe spécifique. Donc, je proposais également le changement
du nom. Alors, ceux qui ont de bonnes idées, on est preneurs, on n'est pas arrêté là-dessus, ça sera dans la concertation également, mais il faudra essayer de marquer le coup parce qu'on sera de nouveau un établissement public et qui aura justement sa pérennité assurée parce que c'est un établissement qui est désigné par la loi, reconnu par la loi. Pour répondre à ces nouveaux besoins, je souhaite aussi une transformation du SMAP dans son organisation. Notamment, il y a un partenariat fort avec le département qui a toujours été à nos côtés. Et je souhaite vivement remercier le président Jean-Pierre Barbier, ses vice-présidents et les conseillers départementaux qui sont souvent présents à nos comités syndicaux. Je pense qu'il ne faut pas alourdir le fonctionnement du SMAP et utiliser les synergies possibles entre l'échelle locale et le département. Il faudra mutualiser autant que possible pour ne pas alourdir les charges qui pèsent sur les collectivités adhérentes au syndicat. C'est ce que nous avons déjà fait avec Isère Aménagement, son directeur général est présent, pour porter le papier, pour nous aider à mettre en place le plan d'action de prévention des inondations. Voilà. Nous sommes concertés avec le département et nous avons fait le choix de prendre Isère Aménagement pour nous aider à porter ce projet. C'est un projet qui est très important et voilà, le département est actionnaire majoritaire dans cette structure-là, dans Isère Aménagement. Et nous sommes portés aussi également actionnaires, les petits actionnaires, moins de moyens. Mais en tout cas, on a mutualisé toutes les énergies et toute l'ingénierie que Isère Aménagement possède. Évidemment, ces sujets seront les premiers à l'ordre du jour des réunions du prochain exécutif. Maintenant que cette compétence est financée directement par une taxe, nous devons aussi être exemplaires dans son utilisation. La visibilité de cette nouvelle compétence est accrue par la taxe GEMAPI. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, entre autres. Les gens veulent savoir maintenant pourquoi ils payent des impôts. Et malheureusement, ça va être sur cette année où on va voir la colonne que l'on a, je crois, depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans, sur la fiche d'imposition, et qui était à 0. Maintenant, il va y avoir un chiffre. Donc, on va nous demander des comptes, plus qu'avant. Avant, c'était aussi des communes qui finançaient. Là, l'administré verra directement sur sa fiche d'impôt. Il va vouloir savoir ce que l'on en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit encore plus exemplaire sur l'utilisation des fonds. Nous avons également travaillé sur une programmation d'investissement ambitieuse, tout en garantissant la solvabilité de la collectivité. 21 millions d'euros d'investissements sont prévus entre 2019 et 2023, avec un budget abondé à 90% par les 9 intercommunalités qui sont membres du syndicat. 21 millions d'euros, des représentants du monde économique, notamment représentants de la CCI, d'autres chefs d'entreprise qui sont présents, c'est du travail pour nos entreprises. Et comme l'a dit Jean-Pierre Barbier au vœu des DGA la semaine dernière, on sera attentif à ce que cet argent, ces investissements publics, puissent bénéficier à nos entreprises locales, en respectant bien entendu les procédures de marché public. Mais voilà, on aura, nous aussi, et je sais qu'Isère Aménagement qui nous suit, aura un œil averti, et en tout cas, on surveillera que nos entreprises locales puissent bénéficier de ces investissements. Cette programmation a été travaillée avec les intercommunalités et validée par elles. Bon, ce n'est pas le SMAB, son bureau exécutif, qui a dit on va faire tel type d'investissement. On s'est tous réunis, les directeurs, les services, les vice-présidents, les présidents, on s'est réunis, on a dit qu'est-ce qui est important pour vous, comment vous souhaitez aménager le territoire, chacun sur votre interco. Et ça a donné un résultat d'une PPI qui a été validée pour les 5 prochaines années, donc le cap est fixé. Et grâce à ça, on a pu fixer une taxe, la taxe, chacun de son côté, et éviter d'avoir des allers-retours. On fixe 10 € cette année, et puis c'est 50 € l'année prochaine. Et pour l'administrer, ça donne une meilleure visibilité sur ce que nous mettrons en place. En 2018, nous avons choisi d'accompagner les communes à la gestion de crise et à la mise en place de leurs plans communaux de sauvegarde. C'est une première, ça n'avait jamais été fait auparavant. Je rappelle que la gestion de crise, à travers les PCS, relève toujours de la compétence et de la responsabilité du maire. Donc c'est une aide importante que l'on a apportée à nos communes. Toutes les communes ne sont pas dotées de services suffisamment conséquents, dans des petites communes qui n'ont pas des services spécialisés dans le domaine. Il était important pour nous de les accompagner aussi dans ce domaine. La gestion de crise est un maillon important de la prévention des inondations. C'est pourquoi nous avons mis en place entre 2017 et 2018 un parcours formateur
pour fournir aux élus et aux services de vos communes la connaissance pratique et organisationnelle pour garantir le caractère opérationnel de vos plans communaux de sauvegarde. En partenariat avec l'Institut des risques majeurs de Grenoble, dont je salue le président Philippe Troutot, ici présent, nous avons mené les actions suivantes. 3 sessions de formation ont été organisées avec un total d'une quarantaine de participants pour un territoire qui compte 17 communes dont le PCS est obligatoire. Le PCS n'est pas obligatoire dans toutes les communes. 3 stagiaires ont été mis à disposition pendant 6 mois pour mettre à jour les PCS de la Tour du Pin, Saint-Gerd-la-Tour, l'île d'Abo. J'ai également souhaité mettre en place un exercice de crise grandeur nature qui s'est déroulé le 7 novembre à Bourgoin-Jallieu. Il a permis de simuler la mise en place du PCS. Cet exercice a été une vraie réussite pour toutes les parties prenantes. Tu as des nombreux signalements comme quoi le niveau de la bourbe est très élevé et qu'il y a un risque d'inondation, d'accord? Tu as eu la préfecture, oui. Ah, et il me conseille de déclencher le plan communal de sauvegarde, d'accord. J'appelle le directeur des services, ok, pour déclencher le plan communal, d'accord. Étant donné les nombreux points de risque, je vous propose de déclencher le plan communal de sauvegarde. Voilà, vous appelez tout le monde, vous déclenchez, on se rejoint tous au PC. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir vraiment les informations au plus proche du terrain. Et les informations plus proches du terrain, on les obtient forcément en allant observer ce qui se passe réellement à proximité du cours d'eau. Pour le moment, nous n'avons pas d'eau sur le secteur, en tout cas de manière théorique. Mais dans les prochaines dizaines de minutes ou prochaines heures, on aura en simulé un petit peu d'eau. On a été appelé pour aller vérifier le niveau de la bourbe, parce qu'effectivement il y avait une forte suspicion d'un débordement. Et quand on est arrivé sur place, on a constaté que la rivière avait quitté son lit et qu'il y avait beaucoup d'eau et que là il allait falloir activer le PCS. On va prendre de déclencher avec M. Bartolus le plan communal de sauvegarde. On a eu des éléments qui nous sont revenus de la préfecture, d'une patrouille de la police municipale suite à des appels de riverains comme quoi la bourbe débordait. On vient de se rendre compte que notre système téléphonique ne fonctionne pas et on va contacter nos techniciens pour que le téléphone soit dépanné. Donc on est à environ 10 cm du point de débordement. Il y a une résidence pavillonnaire d'une trentaine d'habitations. D'après les premières constatations, il faudra songer à l'évacuation de ces personnes-là. Exercice. Attention, débordement de la bourbe. Vous devez évacuer votre logement pour rejoindre la salle polyvalente de Champaret. Exercice. Attention, débordement de la bourbe. Vous devez évacuer votre logement pour rejoindre la salle polyvalente de Champaret. Pour l'information grand public, il y a plusieurs outils. Il y a des outils communs de la ville, donc ça c'est tout ce qui est classique. Et il y a un nouveau service qui est de la téléalerte, qui est un service qui a été pris par la ville de Bourgoin-Jallieu et qui permet aux habitants de recevoir un message rue par rue. On répond effectivement à la bonne personne et on donne le message à la bonne personne au bon moment par rapport à leur téléphone, fixe ou mobile, sachant que le mobile étant plus utile pour nous parce que tout le monde a un mobile dans sa poche alors que tout le monde n'est pas assis à côté de son téléphone. D'essayer de contacter, de se faire une application pour avertir la population. L'élu d'astreinte est parti chez le SDIS, la police municipale est au courant bien entendu et la police nationale est au courant également. Des interventions ont été enregistrées par notre centre de traitement de l'alerte. Nous sommes ensuite en lien étroit avec l'élu de permanence pour faire en sorte que systématiquement nous soyons informés de l'évolution des interventions qui sont d'ores et déjà enregistrées, celles qui sont en cours de traitement et puis celles qui pourraient être terminées ou à venir. J'étais salarié d'une entreprise, un laboratoire pharmaceutique situé dans le quartier de Champaret, traversé par la bourbe. Et ces inondations ont traversé, la bourbe était sortie de son lit violemment et avait traversé l'usine en faisant quand même pas mal de dégâts. On avait été évacué avec les collègues dans le godet d'un tractopelle et c'était bien temps de s'en aller. Message pour les réseaux sociaux et le site internet.
Donc ce mercredi matin, 9h20, la ville de Bourgoin-Jallieu a déclenché le plan communal de sauvegarde suite à un débordement de la Bourg. La décrue est en cours sur la zone. Les habitants peuvent rejoindre leur habitation tout en restant vigilants. Un retour à la normale est prévu dans la journée. Inscrivez-vous au service télé-alerte et téléchargez l'application Bourgoin-Jallieu pour être informé en cas de crise majeure sur la commune. On était de nouveau en situation normale. On a prévenu tout le monde sur place. La population est prévenue, voilà. Donc l'exercice est terminé. On peut lever et écoutez, moi je remercie tout le monde, la SPM qui était sur place. Je ne sais pas le commissariat s'ils viendront, vos collègues nous voir. On a quand même, c'est une première, parce qu'on a testé quand même deux dispositifs tout nouveaux à la ville de Bourgoin-Jallieu. L'application ville de Bourgoin-Jallieu avec un système de push donc qui envoie des informations en instantané à la population. Un automate d'appel qui est installé, je peux vous le dire, il y a une semaine. Donc, et qui a priori fonctionne très bien, où on a eu de nombreux appels en retour donc de cette information. Donc voilà, donc, on est prêt à Bourgoin pour une crise, on est bien armé. Parce que la difficulté, c'est d'apprécier le risque. Est-ce que le risque est important? Est-ce que le risque justifie de déclencher un PCS? Parce que comme vous avez pu le voir, on a énormément de services qui sont mobilisés, mais que ce soit des services municipaux, donc de la ville de Bourgoin-Jallieu, mais aussi la police nationale, les pompiers, la cuisine centrale. Donc, les 500 agents sont potentiellement susceptibles d'intervenir pour l'assistance aux personnes en danger. Ça peut être les accueils. On a vu aujourd'hui qu'il y a eu énormément d'appels car on a inauguré notre nouveau système d'alerte de la population. Les accueils doivent informer la population, doivent renseigner la population et doivent diriger, rerouter la population. C'est une bonne information et surtout une bonne pédagogie pour ce qu'on voudra mettre en place l'année prochaine. Effectivement, en fonction des retours d'informations qui étaient donnés par la gendarmerie, par les services techniques, d'avoir en visu, en quelque sorte, hein, entre guillemets, puisque bien sûr on n'avait pas les images, mais d'avoir un petit peu ce retour d'informations de façon à pouvoir, en fonction de la situation, prendre la décision qui importe. Donc surtout en matière de sauvegarde, parce que derrière, bon, il y avait des évacuations, il y avait des déviations à prévoir et chaque cas est différent, parce que sur une évacuation, on peut tomber sur des personnes pas toujours valides, pas toujours en bonne santé, etc. Il est primordial d'avoir un plan communal de sauvegarde et en plus qui fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation particulière de le faire. Si ce n'est qu'on se rend compte que les territoires qui mettent en place ce type d'outils et ce type de mise en situation sont généralement plus à même de gérer une crise et surtout de manière plus efficace. On s'est rendu compte que dans les accueils, nous avons plusieurs accueils en ville, certains accueils n'avaient pas les mêmes informations. Nous avons pu nous rendre compte qu'on a eu des petits soucis téléphoniques au début. Donc ces points d'amélioration, nous allons pouvoir les travailler en réunion de service et dire voilà, il faut changer, il faut mieux informer nos agents, il faut peut-être mieux informer la population. Il faut, voilà. Donc c'est essentiel d'avoir non seulement un plan communal de sauvegarde, mais de faire un exercice pour pouvoir détecter toutes les failles que l'on puisse avoir et que le jour où il y a une vraie catastrophe, eh ben, qu'on puisse fonctionner correctement et le sauver, s'il y a lieu, le plus de vies possible. Je pense que l'enseignement principal qu'on peut avoir, c'est qu'en collectif, on gère mieux l'événement. On l'a vu, il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été soulevées. Les personnes ont été confrontées à des problèmes et les ont parfois résolus. Mais dans la majorité des cas, quand les problèmes étaient soulevés en collectif, eh bien, en collectif, on trouvait la solution à apporter pour résoudre le problème. Et je pense que c'est vraiment là l'intérêt du document, c'est qu'on va créer ce collectif pour pouvoir répondre de manière commune aux différents problèmes. C'est d'entraînement, comme on le fait dans l'aviation, comme dans les centrales nucléaires, ils le font, et puis comme l'armée, les militaires, passent leur temps à s'entraîner pour être prêts le jour où c'est nécessaire.
vraie réussite, notamment, je crois qu'on avait 6-7 communes qui ont délégué soit des élus, soit des agents pour voir comment ça fonctionnait. Et tous ont été vraiment très satisfaits. Donc moi je peux vous dire dès à présent qu'on va renouveler un exercice en 2019, et ce coup-ci on va faire encore plus fort, encore avec l'aide de l'IRPA. On va faire à l'échelle intercommunale, alors ça va plutôt vers les Val Dauphiné pour changer un peu. Et je pense que tout le monde pourra en bénéficier. Et pour nos populations, les catastrophes n'arrivent pas que chez les autres, les inondations, c'est pas que chez les autres. Et si on peut être prêt, on aura un bénéfice. Je soulignerai 2 projets importants pour 2019. Tout d'abord, la mise en place d'un système de surveillance des crues sur le bassin. Aujourd'hui, pour tous les maires, les présidents d'interco, la seule information que nous avons, c'est un mail ou un SMS du préfet ou de Météo France, comme quoi risque d'inondation, mais on n'a aucun élément tangible, on n'a aucun élément d'information sur est-ce que ça va inonder, est-ce que les eaux vont monter à quelle hauteur. Donc, mon souhait, c'est de mettre des équipements sur la bombe visant à relever de manière instantanée le débit et les niveaux des eaux à des endroits stratégiques. Ces données seront stockées en continu sur une base de données et analysées en temps réel. En cas de dépassement de seuils critiques qui ont été fixés par nos spécialistes, un message sera envoyé aux gestionnaires de crise, les maires, les élus d'astreinte, les services, les techniciens. Il s'agira d'un outil d'aide à la décision précieux et attendu par de nombreux élus. Moi, j'ai croisé des maires de plusieurs communes qui m'ont dit voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour savoir ce qu'il faut faire. On reçoit risque de pluie importante, on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, c'est moi qui suis responsable aussi des cellules de crise. Bon, à force de recevoir la préfecture, pollution, ceci, cela, qu'est-ce qu'on fait? On ne lit même plus les mails, on ne lit même plus les informations. Donc on avait un vrai souci à ce niveau-là, et en 2019, c'est un des projets que nous allons mettre en place. Ensuite, le lancement des travaux pour le bassin de la Comte-Bradix sont prévus à l'automne. Les événements de 2011 ont été particulièrement importants et dommageables. Depuis, nous les avons inscrits dans le plan d'action de prévention des inondations de la Beaune. La bonne nouvelle, j'ai bien un représentant du conseil de quartier de Bourgoin-Jallieu qui justement suit, M. Péo, qui suit ça de très près, c'est qu'on n'aura pas d'étude d'impact à faire, on aura juste un dossier de base sur l'eau, et ce dossier pourrait être déposé en 2019, parce que si on avait une étude d'impact, on prenait encore un an de délai pour pouvoir faire ces travaux. Et je sais que c'est très attendu par les habitants du quartier. J'ai eu un épisode de pluvieux relativement important qui a fait s'écouler un flux d'eau de la valeur d'eau qui est descendue par Comte-Bradix. Ouais. Tu l'avais calculé à l'époque, Denis 7 piscines olympiques. La valeur de 7 piscines olympiques se sont déversées en moins d'une heure sur Comte-Bradix, arrachant tout sur son passage, les canalisations enterrées, l'enrobé de la route, tous les réseaux enterrés, rentrer dans les maisons et arriver sur la voie ferrée pour faire dérailler un train. Donc on était dans un épisode relativement dramatique qui a profondément marqué tous les riverains de la Comte-Bradix. Donc nous, en tant que conseil des conseils de quartier, on travaille avec la démocratie participative, on s'est donc mis en piste pour tenir les riverains au courant de ce qui allait se passer et en insistant surtout sur le fait que l'on pilonnerait un peu tout le monde pour voir aboutir des travaux qui sécurisent le secteur. Donc depuis 2011, toutes les réunions de conseil de quartier que nous avons faites, et l'ordre c'est une quarantaine, ont toutes été ouvertes en parlant de Comte-Bradix et de ses travaux. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a été bien suivis par nos élus, bien suivis par le SMAB, qui ont eux aussi compris que c'était très important de faire des travaux de sécurisation du secteur. J'étais très satisfait de voir l'évolution qu'il y a eu au fil des années. Et on a vu un virage lorsque M. Pardal est arrivé aux commandes du SMAB, puisque lui, il a fait la démarche d'aller à Paris dans le cadre du PAPI pour aller chercher des fonds auprès, à l'époque, de Ségolène Royal. Et il a obtenu gain de cause pour le SMAB, la vallée de la Bourbe. Il y avait différents travaux à faire ailleurs, pas qu'à Comte-Bradix. Et il y a un budget qui a été mis en place pour les travaux de Comte-Bradix. Donc on est relativement satisfait. On ne savait pas, et on n'était pas
là pour proposer des choses sans connaissance de cause. On est là on est force de proposition, mais on ne peut pas inventer ce que les techniciens, eux peuvent faire. On avait demandé à participer aux réunions, c'était un peu difficile parce que faire participer un trop grand nombre de personnes, c'est compliqué. Mais malgré tout, on a eu des retours, on a eu des suivis, on a eu des contacts avec les gens du SMAB, on a eu des réunions, dont la dernière récemment au mois de décembre avec les riverains propriétaires des terrains. On nous a présenté les plans, voilà, donc on peut dire quand même qu'il se passe des choses entre nous et que c'est comme ça qu'on fonctionne si on veut faire la démocratie participative. Donc je n'énumérerai pas tous les projets, ça c'est ces 2 projets importants pour 2019. Dans les projets que le syndicat mène et mènera à l'avenir, je tiens à ce que les agriculteurs aient une place importante dans la concertation. Les projets que nous engageons sont des projets importants pour le territoire, d'intérêt général, au bénéfice de la préservation de la ressource en eau, celle que nous buvons et celle qui fait partie de notre environnement et de notre cadre de vie. Ces projets doivent se faire en prenant en compte les contraintes du monde agricole. Et je suis vigilant à ce que nous n'avancions pas sans des discussions avec nos partenaires agricoles. Au total, nous avons mené une dizaine de réunions de concertation avec le monde agricole. Mais nous allons aussi plus loin. Le SMAP s'est investi dans l'accompagnement des agriculteurs à travers le portage d'une cellule d'animation agricole mutualisée. Cette mutualisation entre le SMAP, le syndicat des eaux de la Haute-Bourg, le syndicat des eaux de Biol, le syndicat de Dolomieu-Montcarrat, la commune de Grenay, la commune de Colombier-Estonieux et la CAPI est une vraie réussite. Elle témoigne de la plus-value à la fois pour la ressource et pour le monde agricole. Par ce biais, les agriculteurs bénéficient d'une aide technique, d'une expertise et d'un accompagnement de techniciens spécialisés à des coûts raisonnables pour les collectivités. Yann, je fais partie du GAEC de Rabatière. On exploite sur le plateau de Doissin, Blandin et Panissage. On a une exploitation laitière, une exploitation à viande. On cultive donc sur le captage de Rotebert. Et ce captage a été désigné captage prioritaire. Donc on s'est rencontré avec le syndicat des eaux de la Haute-Bourg qui nous a proposé une aide via le SMAB pour avoir des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et des eaux qui allaient être collectées par le captage. Donc on a créé un groupement d'intérêt économique et environnemental qui rassemble 3 exploitations qui cultivent ce captage. Donc GI2E en association nous a permis d'avoir un soutien, on va dire, administratif du syndicat des eaux, un appui technique du SMAB, où on avait donc un technicien à disposition pour créer le GI2E et après pour nous aider à monter des dossiers pour avoir des aides à l'investissement sur du matériel pour pouvoir cultiver sur le captage en étant plus respectueux de l'environnement. C'est vrai que là, les techniciens du SMAB, si on ne les avait pas eus, on ne serait pas allé aussi loin dans la démarche. Comme le dit Didier Hannequin, cet agriculteur, nous avons souhaité accompagner le plus possible les agriculteurs. Et là, pour ce cas précis, trois exploitations qui se sont réunies et grâce au montage du dossier qu'ils ont pu faire, administratif, et grâce au soutien qu'ils ont eu pour leur apporter, ils ont réussi à obtenir 25 000 € de subvention de la région, du département également, et ce qui a permis d'avancer sur leur projet. Et ça, c'est important et on continuera dans cette démarche. Le SMAB accompagne aussi les communes pour leur apporter l'assistance technique, mais également par l'intervention de l'équipe rivière. On sait que le travail sur le cours d'eau réalisé par l'équipe évite approximativement 400 000 € de dégâts annuels. Cet engagement, cet accompagnement auprès des communes est primordial et nous maintiendrons ce cap dans les années à venir. Lieu et Panissage ont connu toutes les deux des conditions météo très délicates au mois de juin, où il y a eu des dégâts d'orage qui ont été importants sur les 2 ruisseaux, le ruisseau du Vaugelas, le ruisseau de la Roche sur Panissage, et ces inondations ont traversé nos différents villages. Donc nous avons eu le soutien du syndicat mixte d'aménagement de la Bourbe
sur les problèmes que l'on a rencontrés, à savoir un petit peu l'équipe technique qui nous est venue en appui, parce que c'est la première fois que nous étions confrontés à cette situation donc, de crue, on va dire de crue centenale. Après des conseils et une gestion un petit peu de la crise, eh bien l'équipe de Rivière est entrée en action sur un autre ruisseau, qui est le ruisseau du Merlin, sur lequel donc l'équipe de Rivière a coupé le bois, a nettoyé le ruisseau, parce que le gros problème que l'on a eu sur nos deux communes, c'est beaucoup d'embâcles, compte tenu que les forêts ne sont pas très bien entretenues par les propriétaires, que les bois cassent, eh bien nous avons eu un phénomène d'embâcles qui ont bouché sur notre commune à Virieu des grilles et sur la commune de Panissage des tuyaux donc, qui étaient pleins et qui ont fait déborder donc, les différents ruisseaux. Donc ce phénomène n'avait jamais été, on va dire, vu. C'est une première, donc c'est pour ça que l'on va mettre en place sur les différents ruisseaux, on appelle ça des peignes, pour arrêter un petit peu tous ces branchages, ces embâcles qui obstruent soit des grilles, soit des tuyaux donc, de canalisation. Donc voilà, comme vous voyez, aujourd'hui avec les mouvements de stade détente que nous avons eus, les gens ont un besoin de concertation. On essaie le plus possible au SMAB, avec tous nos partenaires, avec les agriculteurs, avec les administrations, d'œuvrer le maximum dans la concertation et de ne pas imposer de choix. Et c'est ce que nous continuerons à faire en 2019. Enfin, je tiens à remercier nos principaux financeurs, et tout particulièrement l'Agence de l'eau, qui nous finance jusqu'à 80% quelquefois de nos projets, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Isère, pour leur engagement durable à nos côtés. Je remercie également la presse, qui permet d'informer nos administrés des actions mises en œuvre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant que nous allons avoir une taxe spécifique, il va falloir mieux informer, plus informer, afin que les administrés sachent où passe cette taxe et quelles sont les actions qui sont mises en œuvre. Et c'est pour ça que la presse est importante, et je sais qu'elle est souvent à nos côtés. Je vous remercie également Isabelle Roussol, artiste peintre. Comme vous avez vu, on a fait une petite exposition. On a deux artistes locaux qui ont eu la gentillesse de nous exposer. Donc vous avez des peintures sur le thème de l'eau, bien entendu, des photos aussi. Et ça, c'est Thierry Pelé, qui est photographe amateur. Donc voilà, après vous pourrez admirer leurs œuvres, discuter avec les artistes si vous le souhaitez. Moi, je tiens à les remercier. Ça nous a un peu décoré la salle. Et c'est au bénéfice de tout le monde. Et puis enfin, il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous, une bonne santé, ainsi qu'à vos proches, une année pleine de succès et de réussite, comme pour le SLAB, avec tous les projets que nous avons en place. Et merci à tous d'être présents. Nous avons prévu un petit moment de divertissement. Je n'oublierai pas de remercier bien entendu l'équipe du SMAB. Ils sont presque tous présents ici, parce que sans eux, tout ça ne doit pas être mis en place. Et si vous, moi je souhaiterais qu'on les remercie tous et qu'on les applaudisse. Parce que